Voilà, donc l'équanimité, c'est une vertu fondamentale et donc les enseignements spirituels insistent dessus depuis longtemps. En Occident, avec les Grecs, on a le stoïcisme et le stoïcisme est basé sur l'équanimité. Par exemple, se préoccuper de ce qu'on peut changer et accepter ce qu'on ne peut pas changer, donc accepter stoïquement, comme on dit. Et c'était l'époque où le bouddhisme se développait en Inde. Et pour le bouddhisme aussi, l'équanimité est fondamentale. Il parle de samarasa, c'est-à-dire le même goût. C'est-à-dire que les choses, considérer que les choses ont le même goût, ne plus être dans l'oscillation de l'avidité et de l'aversion. Et il y avait un grand maître de la forêt thaïlandaise, Ajahn Chah. C'était un grand pratiquant. J'ai pu aller en janvier avec un groupe d'amis à son 101e anniversaire. En fait, lui est mort, mais on célèbre toujours son anniversaire en grande pompe dans la forêt thaïlandaise. Il y avait 10 000 personnes, dont 1000 moines. C'était impressionnant. Et donc, il disait des choses très simples. Et il disait, par exemple, que dans notre itinéraire de méditation, c'est comme un punching ball. Il y a l'avidité qui nous donne un coup de poing dans un sens, puis ensuite il y a l'aversion qui nous donne un coup de poing dans l'autre. Et il dit, vous pouvez étudier ça toute votre vie en méditation, je vous garantis que vous vous embêterez pas. Parce que voilà, ça revient toujours, ce punching ball, un coup vers l'aversion, un coup vers l'avidité. Et donc ce sont des manières très simples de considérer le développement en méditation, donc développer une équanimité qui puisse aller au-delà de ces contradictions et de ces balancements. Donc en psychologie moderne aussi, l'équanimité est un signe de maturité, on y reviendra. Voilà, c'est intéressant de voir que le mot équanimité n'est pas très compris. Il y a des gens qui ne le comprennent pas. J'ai l'habitude de parler de ces choses-là. Il y a des gens qui me demandent après qu'est-ce que ça veut dire, l'équanimité. Et pour les correcteurs d'orthographe sur ordinateur, ils connaissent équanimité, mais quand on dit équanime, ils ne connaissent pas. Alors que voilà, ça paraît un mot qui est naturel, d'âme égale. Mais voilà, donc cette équanimité est aussi une antidote dans l'époque moderne où les pubs et la société de consommation cherchent à nous vendre toutes sortes de choses en disant passion, passion, passion. Mais au fait, l'équanimité, donc ça permet d'aller au-delà de ces manipulations mentales, on peut dire, au nom de la passion. Voilà, dans la Bhagavad Gita, on a une définition du yoga qui est importante. Il y a 6 définitions du yoga dans la Bhagavad Gita. Et l'une d'elles, c'est Yoga Samadvam Uchyate. Sam, ça veut dire égal, unifié. Donc Samadvam, la qualité de ce qui est égal, unifié. Donc égalité, équanimité, unité. Et donc le yoga se définit comme l'égalité ou l'équanimité. Et donc on peut méditer là-dessus pendant longtemps. Et on va essayer de parler des différents niveaux où cette égalité ou égalisation ou équanimité se manifeste. Donc l'idée, ça revient comme un refrain dans la Bhagavad Gita, le sage n'est pas excité par le succès ou perturbé par l'échec, il fait simplement sa part dans ce grand orchestre qu'est le monde. Et donc, avant d'oublier, il y a un très bel exemple d'équanimité, là c'est dans le zen, mais donc le zen c'est le chan et c'est très lié à l'Inde à travers la tradition donc de chan, ça veut dire dhyana en sanskrit, c'est-à-dire la méditation, une tradition de méditation à la base qui vient d'Inde, bouddhiste mais qui vient d'Inde. Et donc c'est Rigel qui raconte ça dans le zen et l'art du tir à l'arc, ils ont 3 juges quand quelqu'un tire à l'arc. Le juge le moins important, c'est celui qui regarde la cible et qui voit si la flèche arrive au milieu de la cible. Et il y a déjà un juge qui est plus important que le premier, le second, donc, qui regarde comment ce que l'archer bande son arc et s'il prépare sa flèche et s'il la lâche dans toutes les règles de l'art. Mais le troisième juge, le plus important, ne regarde que le visage de l'archer
et il observe s'il a une moue de satisfaction, s'il tape dans le mille, ou une moue d'humiliation ou de colère, et s'il rate la cible. Et alors, alors son visage bouge, il est éliminé. Voilà. Quand on dit rester zen, il faut vraiment rester zen. Voilà, donc c'est important cette sérénité, égalité, faire son travail mais ne pas en chercher le fruit, c'est aussi une autre définition de l'équanimité très célèbre dans la Bhagavad Gita. Et c'est important à enseigner ça aux jeunes. Y a ces jeunes qui essaient de se stimuler en disant « faut absolument que j'ai mon examen », moyennant quoi, quand ils le ratent, ils sont désespérés, il y en a même qui se suicident. Et donc là, c'est des conséquences tragiques du manque d'équanimité. Et donc c'est très important à faire ça, et c'est la spiritualité du travail aussi, hein, c'est basé sur l'équanimité. Aide-toi, le ciel t'aidera, ou fais ce que veut, advienne que pourra. On a ces paroles anciennes, ces proverbes anciens, qui sont des expressions de l'équanimité dans le monde de l'action, etc. Et donc, on parle beaucoup de nos jours de burn-out, et ma conviction profonde, et j'en parle dans un de mes livres, Guérir l'anxiété aussi, c'est qui est au fait pas mal sur la dépression. C'est mon avant-dernier livre, et donc dans ce livre je parle du burn-out comme une manque de spiritualité du travail. Hein, voilà. Alors dans le business, dans la psychiatrie, on n'aime pas trop parler de spiritualité, mais dans le grand public on en parle beaucoup. C'est un peu voilà, justement, les gens cherchent dans la spiritualité quelque chose qui manque dans leur milieu du travail. Et donc c'est à nous de trouver notre spiritualité du travail, notre spiritualité de l'action. Et Einstein, qui avait aussi une recherche spirituelle, et disait clairement que le sens de notre vie, c'est justement d'y trouver un sens spirituel. Hein, alors est-ce qu'elle y est de toute éternité, ou ce sens spirituel, ou est-ce que c'est nous qui le mettons? Au fond, peu importe, enfin, mais on sait ce qu'on doit faire dans cette vie, c'est trouver ce sens spirituel. Et ça, c'est donc important. Alors maintenant, on rentre un peu dans le détail de cette notion qui est commune au bouddhisme et à la tradition hindoue, en particulier la bhakti hindoue, la dévotion. C'est samarasa, le même goût. Et donc, en yoga, on cherche à s'absorber dans des perceptions uniques. Et donc, il y a la lumière, hein, en général on la visualise au niveau du troisième œil, au centre du front, et on regarde cette lumière unique et on s'absorbe dedans. Il y a le son, hein, le son du silence, ce petit grésillement qu'on entend dans le silence, c'est au fait un acouphène physiologique, mais dans le yoga, le nada yoga, le yoga du son, on se concentre dessus comme le son unique, et qui nous fait oublier tous les autres sons. Et donc on a ce même travail sur le goût. Et on le fait en faisant Ketchari Mudra, c'est-à-dire on verticalise la langue et même on l'amène plus vers l'arrière. Et là, il y a des goûts différents qu'on n'a pas l'habitude de goûter dans sa bouche parce qu'on est centré sur les aliments puis avec la langue en position habituelle. Et les textes de yoga disent, et même si on n'est pas très expérimenté, on sent qu'on va vers là, à force de préciser les petits goûts qu'il y a au fond du palais quand on ramène la langue vers l'arrière, et ces goûts finissent par se mélanger et donner un goût unique. Et donc ça correspond à un niveau de méditation plus profonde. Et donc on retrouve même au niveau du goût physique cette expérience du goût unique. Et donc c'est un goût fondamental, c'est parce qu'il est fondamental qu'il est présent ou qui sous-tend tous les goûts. Et donc on retrouve ça pour les parfums aussi. Le Bouddha donc a eu la réalisation à Sarnath, a eu la réalisation à Bodh Gaya, et ensuite il est venu, il a 300 km donc à pied, il est venu à Sarnath. Et à Sarnath, c'est là qu'il a fait son premier enseignement à ses anciens ascètes, amis, qui étaient ses 5 premiers disciples, qui étaient ses 5 compagnons d'ascèse, et qui sont devenus ses 5 premiers disciples, probablement des novices moines jaïnes, et à la base. Et donc, on dit qu'il a fait sa première retraite de saison des pluies, donc 3-4 mois de saison des pluies, à Sarnath,
dans un kutir, c'est-à-dire une maisonnette, c'est la même racine que cottage en anglais, on dit kutir en sanskrit et en hindi, qui s'appelait Mula Ganda Kuti. Et donc, Mula Ganda, ça veut dire la maisonnette, enfin, du parfum fondamental. Et donc là aussi, on retrouve ce parfum fondamental, ce parfum unique, ce parfum de la réalisation. Mais il y a un jeu de mots aussi. Mulaganda, ça veut dire le parfum des racines. Et quand on est en forêt pendant la mousson ou pendant la pluie, les racines dégagent une odeur particulière. Et donc, il y a ce jeu de mots entre le parfum fondamental, c'est-à-dire la réalisation, et le parfum des racines des arbres quand on est dans la forêt et qu'on médite sous la pluie. Voilà, donc ça c'est le Bouddha avec son parfum unique. Voilà, donc l'idée de base est la même, hein, c'est de voir tous les événements de la vie, qu'ils soient favorables ou défavorables, de façon unifiée. Hein, donc c'est proche de la notion chrétienne de providence, et dans la voie de la dévotion hindoue, ils ont aussi cette notion de providence, et mon maître racontait une histoire, sans doute Manonamayi l'a raconté aussi, c'est l'histoire à propos de la providence, du Raja qui partait avec son vizir, son ministre, dans la forêt. Et le vizir avait l'habitude de dire tout ce que faisait Dieu est pour le mieux. Et donc ça énervait un peu le Raja, parce qu'il est un peu simple d'esprit, ce vizir, il raconte tout le temps la même chose. Et donc dans la forêt, à un moment, ils sont perdus. Ils ont perdu le groupe, et donc c'est une forêt profonde, ils se sont retrouvés tous les deux, ils ne savaient plus où aller, ils étaient perdus. Et alors le vizir a dit, tout ce que fait Dieu est pour le mieux. Et alors, donc le Raja est encore plus irrité contre lui, il dit vraiment il exagère, c'est pas drôle d'être perdu dans la forêt, et lui il dit tout ce que fait Dieu est pour le mieux. Et finalement, il avait très soif, et il a vu un beau fruit sur un arbre. Alors il a dit au vizir de monter, le vizir lui a donné le fruit, il avait tellement faim qu'en voulant couper le fruit avec son couteau, il s'est coupé le pouce complètement. Et donc il était désespéré, et là le vizir a dit ce qu'il ne devait pas dire, tout ce que fait Dieu est pour le mieux. Alors là le Raja a éclaté et lui a dit fiche le camp, je veux plus te voir. Et voilà, puis ensuite il s'est pensé comme il pouvait la main, et finalement il a erré, puis il a été attrapé par les sauvages. Et la coutume des sauvages, c'était de sacrifier les prisonniers qu'ils trouvaient dans la forêt à leur déesse. Donc ils l'ont mis au piquet, et puis le grand prêtre s'est approché de lui avec le cimeterre pour lui couper la tête. Et puis il a vu qu'il avait un pansement à la main, et il lui a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors l'autre lui a dit je me suis coupé le doigt, je me suis tranché le pouce, donc j'ai plus de pouce. Et le grand prêtre a dit mais c'est terrible, c'est catastrophique pour notre déesse, on ne peut pas offrir une victime qui ne soit pas parfaite à notre déesse, donc c'est terrible, mais on ne peut pas te sacrifier, on te relâche et va-t'en, tu es inutile pour notre culte. Voilà, alors lui était bien content, il est parti avec son pouce coupé, mais quand même la vie sauve, et il a réfléchi, il s'est dit le vizir quand même il n'était pas bête, finalement c'est vrai, tout ce que fait Dieu est pour le mieux. Et donc il a rencontré le vizir, et le vizir, alors il s'est excusé auprès du vizir. Il dit, je t'ai mis dehors parce que tu disais tout ce que fait Dieu pour le mieux, mais finalement ce que tu disais c'est vrai, parce que comme ça ils m'ont libéré, donc je te demande pardon. Et le vizir a dit, non, t'as pas demandé pardon, parce que si on était restés ensemble, c'est moi qu'ils auraient attrapé entier, c'est moi qu'ils auraient sacrifié. Voilà, alors à propos de l'interprétation et du risque de délire d'interprétation, Swami Vijayanda, qui avait passé 18 ans dans l'Himalaya très solitaire, donc il savait ce que c'était que les interprétations du mental et le mental qui tournait à vide, il disait on ne peut pas empêcher le mental d'interpréter, mais au moins on peut l'amener à interpréter positivement. Voilà, et donc ça c'est important, hein, quand on est en psychiatrie, on parle des délires d'interprétation, mais le problème du délire d'interprétation, c'est pas tellement l'interprétation elle-même, c'est que le fait que c'est négatif. Hein, les délires d'interprétation, voilà, la personne est sur l'autoroute, il regarde la plaque
d'immatriculation de la voiture devant, il voit qu'il y a 66 dedans, il dit 66 c'est le chiffre de Satan, il y a Satan qui me menace, etc. Voilà, donc ces genres de délire, régulièrement ça devient négatif, et à ce moment-là, ça pose problème. Ou alors des délires positifs, mais extravagants ou mégalomaniaques. Là aussi, ça pose problème, évidemment. Si on voit que, il y a le 1 sur la plaque d'immatriculation de devant, ça veut dire que je serai le seul empereur du monde et que toute la planète sera sous mes ordres. Oui, évidemment, ça pose problème aussi. Voilà, donc cette interprétation, si elle est positive, ça va. Évidemment, on peut supposer que le grand sage, lui, il interprète rien et il prend les choses comme elles sont, donc le samarasa, mais déjà réussir à interpréter positivement, ça inverse la tendance négative du mental et ça fait beaucoup progresser spirituellement. On avait, lors d'un grand enseignement à Bodh Gaya, l'occasion de rencontrer Mingyur Rinpoche. C'est un jeune maître tibétain, enfin jeune, il a 45 ans maintenant, et entre l'âge de 13 ans et 19 ans, il a fait 2 retraites d'affilée de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Et quand il a donné cet enseignement à Bodh Gaya, il venait de passer 5 ans sur les routes, en particulier dans l'Himalaya, rien que pour méditer incognito en vivant comme mendiant. Et donc, j'ai été lui poser une question, et c'est en rapport avec l'équanimité et la gratitude. Je lui ai dit, il y a des psychologues occidentaux qui disent qu'on ne peut pas changer le noyau de souffrance du petit enfant pendant la première année de sa vie. Parce que voilà, c'est un noyau non verbal, il a senti des terreurs, des insécurités quand les gens y passaient de main à l'autre, etc. Quand sa maman partait, voilà, et toutes ces souffrances, on n'y a pas accès avec les thérapies verbales, donc on ne pourra jamais les changer. Et alors je lui ai dit, est-ce qu'avec la méditation on peut faire quelque chose? Et il m'a répondu, oui, on peut faire quelque chose, il faut pratiquer la gratitude. Voilà, et donc la gratitude, c'est aussi une manière de transformer non seulement sa vie, mais aussi son passé, parce que finalement, quand on y réfléchit, le petit enfant, il est dans la plainte, sa manière de s'exprimer, c'est beaucoup les pleurs, ou alors des attitudes de rétraction, voilà, quand il n'est pas content, qui expriment sa plainte. Et donc, on comprend ça chez le petit enfant parce qu'il ne peut pas parler, donc sa manière de s'exprimer, c'est plutôt les pleurs, heureusement de temps en temps le sourire aussi. Mais quand on devient adulte, si on s'exprime principalement par la plainte, c'est un gros problème. Voilà, et donc, pourtant, les gens sont attachés à la plainte. Il y a voilà, on se plaint du gouvernement, on se réunit pour, exprimer sa plainte sous forme de partis politiques, de syndicats, on se plaint des autres ethnies dans le pays, on se plaint des étrangers, on se plaint des gens de son pays, on se plaint de sa famille. Tout le monde se plaint autour de nous et finalement, nous aussi, on est pris là-dedans. Et voilà, donc il y a un moment où il faut dire ça suffit, et une bonne manière de dire ça suffit, c'est la gratitude. Et aussi, il y a qui est une forme d'équanimité. Et aussi, il y a une bonne manière, et ça c'est une grande discipline, quand il y a des petits imprévus, les prendre avec le sourire. Et des petits imprévus, il y en a toute la journée. On renverse sa tartine de beurre, ça tombe du côté beurré évidemment, et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'irrite ou on en rit? Et comme dit la sagesse populaire, on dit mieux vaut en rire qu'en pleurer, mais c'est au fait un proverbe très profond. J'avais été à un enseignement de Thich Nhat Hanh et il nous racontait, enfin je pense que c'est l'enseignement qui nous le racontait, ou je l'ai lu dans ses livres, je ne sais plus, mais en tous les cas, il racontait que quand il était novice moine, à l'âge de 16 ans, moine zen, ils ont dû apprendre 15 poèmes zen pour commencer leur noviciat. Et le premier vers du premier poème, c'était « Le matin, je me réveille et je souris ».
Et donc il disait c'est une vraie sadhana, c'est pas juste le matin. Au fait, garder le sourire dans la vie quotidienne. Il disait nous, les vieux moines de la communauté, on continue à faire ça au quotidien, ça continue à être notre sadhana quotidienne. Parce que dans les événements de la vie quotidienne, il y a toutes sortes de petites choses qui vont pas, ou des fois des grosses choses, plus les nouvelles, où évidemment, dans les nouvelles, on parle surtout de ce qui va pas dans le monde, plus notre corps, où il y a régulièrement des petites choses qui sont pas au point si on le regarde de près. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de tout ça? Soit on va dans une sorte de rumination, de pleurnichardise, de plainte à tout moment, et à ce moment-là, on va vers la dépression, ou alors on décide d'en sourire, de prendre ça avec le sourire, et à ce moment-là, on monte vers le haut, on se purifie l'esprit, et on développe l'équanimité. Donc, la manière dont on réagit aux petites irritations de la vie quotidienne, c'est très important. Et là, il y a moyen de faire une pratique, d'observer constamment son esprit, de voir si on réagit par la plainte ou alors de façon positive à ces petits embarras de la vie quotidienne. Voilà, il n'y a pas besoin d'être dans une grotte pour ça. On peut faire ça au quotidien avec la vaisselle, la poste, les problèmes d'ordinateur, ou les rapports avec l'administration, ou les mots de passe qu'on perd, etc. Il y a de quoi pratiquer, pas de problème. Voilà, alors donc dans le Vedanta, l'équanimité est fondamentale. On parle de Dvandva-tita, Atita au-delà, Dvandva des paires d'opposés. Et donc, il y a il y a des tas de versets qui élaborent cette question au-delà de la louange et du blâme. Et donc, il y a un verset de la Bhagavad Gita, par exemple, où le premier vers commence par stable dans le soi, et le second vers commence par au-delà de la louange et du blâme. Et Swami Vivekananda, il commentait ça en disant que il faut être très stable dans le soi pour réussir à être au-delà de la louange et du blâme. Être au-delà de la louange, ok, on peut l'être par l'humilité, mais être au-delà du blâme, pour des gens qui suivent en particulier la voie spirituelle, c'est pas si facile, parce que quand on suit une voie spirituelle, on essaie d'être dans la pureté, etc., et on s'attend à ce qu'il y ait une reconnaissance des autres et de la société. Et quand c'est le contraire qui vient, on se fait vilipender, etc., à ce moment-là, on est déçu et on est déstabilisé. Et donc, c'est important de pouvoir garder cette stabilité, qu'il y ait la louange et le blâme. Et à ce propos, donc, on raconte une histoire qui est très belle, c'est celle de Hakuin. Hakuin, c'était un grand maître zen. J'ai un ami, Jean-Louis Acarias, qui est éditeur, qui a publié ses lettres qui sont très intéressantes. Il y a peut-être d'autres livres de Hakuin en français, mais ce sont les deux que je connais. Donc chez Acarias, l'originel, ça s'appelle Moi bouilloire en main et lâcher les mains au bord du précipice. Et donc ce sont ses lettres à ses disciples. Et puis donc il y a aussi des histoires qu'on raconte sur lui. Et une fois, donc, il y a la fille du poissonnier du village qui avait 16 ans et qui est tombée enceinte. Et du coup, elle ne voulait pas dire qui était le père. Et les parents étaient furieux contre elle. Et donc, ils l'ont battue comme plâtre. Et finalement, elle a avoué, elle a dit, c'est Hakuin qui m'a fait l'enfant. Et alors là, les parents étaient furieux. Donc, ils sont venus voir Hakuin. Et ils lui ont dit, t'as fait un gamin, notre fille, espèce de faux moine, etc. Ils l'ont insulté copieusement et il lui a dit, fais attention, au moins tu vas prendre tes responsabilités parce que dès que l'enfant naîtra, on te le donnera et puis tu assumeras tes responsabilités de père. Et alors Hakuin, il a juste dit, ah oui. Et alors du coup, ça a été un gros scandale. Il a perdu tous ses disciples et puis l'enfant est né, on lui a donné l'enfant, enfin comme les parents avaient dit. Et donc, lui a pris une nourrice et s'est occupé de l'enfant comme s'il était le père. Et au bout d'un an, la fille allait de plus en plus mal, elle dépérissait, etc. Et finalement, elle a avoué la vérité. Elle avait fait l'enfant avec le fils de l'épicier et elle voulait absolument qu'on lui rende son enfant, sinon elle allait mourir de chagrin. Et du coup, les parents sont revenus plutôt honteux auprès d'Hakuin
oui, donc quand on avait donné l'enfant à Queen, il a dit ah oui, il l'a pris, puis il s'en est occupé. Et au bout d'un an, donc, les parents sont devenus honteux en s'excusant platement auprès d'Aquin et en lui disant notre fille va trop mal, maintenant il faut que tu nous rendes l'enfant. Et Aquin a dit ah oui, et il a rendu l'enfant. Voilà, alors dans les Yoga Sutras de Patanjali, hein, l'équanimité est notée et donnée. Je pense que c'est 1,34 ou quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant quand on connaît le bouddhisme, parce que Patanjali reprend les Brahma-Viharas, c'est-à-dire les 4 grandes qualités du bouddhisme, et avec les mêmes mots en sanskrit, hein, c'est-à-dire il y a Metta, l'amitié universelle, Karuna, la compassion, Mudita, la joie empathique à voir les autres qui font des choses bien, et Upeka, ou Upeksha en sanskrit, c'est-à-dire l'équanimité. Et dans ce sens-là, ou la sérénité, dans ce sens-là, donc, Ksha, ça veut dire regarder, et Upa vers le dessous, c'est-à-dire on se met au-dessus de la mêlée, et on regarde tout ce qui se passe dans notre mental ou chez les autres avec équanimité parce qu'on est loin au-dessus. Comme on dit en français de temps en temps, on regarde les choses du point de vue de Sirius. Voilà, donc on est loin au-dessus des événements et ça nous donne une égalité d'humeur. Et donc c'est important de savoir que c'est un socle commun au bouddhisme et au yoga de Patanjali. Alors pour les historiens, maintenant ils connaissent mieux ces choses-là, et ils pensent que les Yoga Sutras ont été écrits juste après Nagarjuna, parce qu'il y a une influence de Nagarjuna dedans, c'est-à-dire après le 1er siècle après Jésus-Christ, ou alors même après Chandrakirti, parce qu'ils pensent reconnaître une influence de Chandrakirti dedans, au moins sur certaines parties des Yoga Sutras, c'est-à-dire après le 4e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire les Yoga Sutras ont été écrits au bout de 600 ans ou de 900 ans d'imprégnation bouddhiste. Et donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces 4 qualités fondamentales du bouddhisme, mot à mot, dans un des versets du premier livre de Patanjali. Voilà, alors, donc, la Upeka, donc l'équanimité dans cette série de 4 vertus, ça a une logique, hein, parce que ça permet d'équilibrer les 3 premières. Si on a trop d'amitié universelle, voilà, on risque d'oublier le côté souffrance des autres. Si on est trop dans la souffrance des autres, on risque d'être déprimé. Donc à chaque fois, il faut rééquilibrer avec l'équanimité. Et si on a trop de joie empathique, on risque d'être bon mais un peu con, comme on dit familièrement. Et donc c'est de nouveau un problème. Hein, donc il faut l'équanimité, en disant d'accord, les gens ont des qualités, mais enfin ils n'ont pas que des qualités, donc il faut aussi regarder l'autre côté et développer une équanimité. Et donc cette équanimité, ça fait le lien entre les 3 premières qualités, les Brahma-Viharas. Brahma-Vihara, c'est un beau mot pour des qualités, parce que Vihara, ça veut dire temple, et Brahma de l'absolu. Hein, donc le Bouddha lui-même a appelé ces 4 qualités les 4 temples de l'absolu. Voilà ce qu'est la manière dont l'absolu se manifeste dans nos vies à travers ces qualités. Alors maintenant, à propos de l'égalité dans l'expérience méditative, il y a quelque chose de simple à comprendre et qui peut soutenir pendant des dizaines d'années de méditation, et c'est qu'on a le stress. Alors on se dit, je suis submergé par le stress, j'en peux plus, je suis débordé, etc. Mais ce qu'on ne remarque pas, et ce qu'on remarque quand on commence à méditer de façon claire, c'est que le stress ne nous envahit pas complètement, il envahit simplement une moitié du corps. Et c'est pas la moitié supérieure, inférieure ou gauche ou droite, c'est dans chaque partie du corps, il y a des muscles agonistes ou antagonistes, et le stress fait marcher un type de muscle et pas l'autre. Et par exemple, donc si on dit le stress, c'est la réaction de se protéger, et donc ce sont les biceps et les muscles antérieurs de l'avant-bras qui seront tendus par le stress. Et la détente du stress, ce sera faire le mouvement inverse, c'est-à-dire ouvrir les bras dans la réceptivité, la non-peur, et ce sera donc les muscles postérieurs de l'avant-bras et les triceps qui seront stimulés. Et comme ça, quand on passe du stress au non-stress, ou d'une émotion perturbatrice à son opposé,
on change de muscle antagoniste au muscle agoniste ou vice-versa. Et donc, ça donne de bonnes possibilités pour méditer. Pour méditer, donc on s'habitue à voir les muscles stimulés par une émotion perturbatrice ou par la peur associée au stress, et à inverser ces sensations pour aller vers les muscles antagonistes et inverser le mouvement, par exemple de se recroqueviller si c'est le stress de la peur, inverser en mouvement d'ouverture. Et donc on peut faire ça pour toutes les émotions perturbatrices, on peut faire ça pour le stress de base, et ça permet un travail sur soi très intéressant. Et voilà, donc par exemple dans le stress aussi, il y a l'idée de force centrifuge. Qu'est-ce que c'est que le stress physiologiquement? C'est combat ou fuite, en anglais fight or flight. Et donc que ce soit dans le combat ou dans la fuite, l'énergie va vers les extrémités des membres. Dans le combat, ça va vers les poings et les pieds pour donner des coups de poing et des coups de pied. Et dans la fuite, ça va vers les pieds parce qu'on prend ses jambes à son cou. Donc on utilise beaucoup les pieds. Donc l'idée du stress, c'est centrifuge. Et du coup, l'idée de la méditation, c'est centripète. Voilà. Donc aller vers le centre, aller vers l'axe central, revenir au centre subtil du corps qui est le centre du front, le troisième œil. Et tout ça, c'est l'idée de la méditation, une sorte de reflux vers le centre. Et donc ça rejoint une définition de la méditation qui est très profonde et hyper simple dans les Upanishads. C'est Avriti Chakshu, Chakshu l'œil, Avriti qui revient vers l'intérieur. Voilà, donc le regard qui se tourne vers le dedans. Et ça, c'est donc un facteur d'équanimité, parce que l'impulsivité nous pousse vers l'extérieur, un peu comme les psychopathes, quoi, voilà, qui n'ont pas de barrière entre leurs impulsions et leurs actes. Donc le travail de méditation, c'est au contraire d'inverser le mouvement vers l'extérieur et d'en faire avriti, c'est-à-dire un mouvement qui revient vers l'intérieur. Et donc ça, on le pratiquera dans le séminaire qu'on va faire sur samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà, alors cette équanimité, c'est synonyme de maturité, je l'avais dit, de maturité psychospirituelle. Et donc les enfants, eux, ils n'ont pas d'équanimité. Si on leur retire leur doudou, ils feront une grande crise. Et puis ensuite, si on leur donne un bonbon, c'est l'extase. Voilà, donc ils varient beaucoup. Et nous, on pense être plus équanime quand on est adulte, mais quand on observe bien son intérieur, il y a toujours ces variations qui sont simplement cachées par quelque chose d'extérieur, mais au fait, elles sont quand même là la plupart du temps. Et donc, le travail, c'est vraiment de les atténuer pour développer une véritable égalité. Voilà, alors au point de vue de la psychopathologie, un bon exemple de non-équanimité, c'est l'hystérie. L'hystérie qui fait d'un grain de sable une montagne, et c'est pénible pour lui, et c'est pénible pour l'entourage, et ça rappelle donc l'âge d'avant 6-7 ans, où l'enfant n'a pas les centres du contrôle émotionnel qui sont pleinement développés, et donc c'est normal qu'un petit enfant de 4-5 ans ne maîtrise que peu ses émotions. Voilà, parce qu'il n'a pas les centres cérébraux qui sont là pour le faire. Et à partir de 6-7 ans, donc ça se développe, et si l'éducation l'aide, à ce moment-là, il développera beaucoup plus de contrôle émotionnel. Et donc, voilà, alors, l'utilisation de la parole intérieure pour l'équanimité. Donc la parole, ça permet de mettre à distance. Alors en Occident, quand on dit parole pour parler du psychisme, donc on pense tout de suite à psychanalyse ou aux psychothérapies verbales, mais en Orient, en particulier en Birmanie, où il y a une grande tradition de méditants depuis un millénaire, ils ont développé un système qui est au fait très basé sur les textes du Bouddha, mais qui explicite bien ce qu'il faut faire. C'est la méditation de Mahasi Sayadaw avec l'étiquetage. Et donc l'idée, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent en nous, c'est plutôt en général une sorte de chaos, tout notre bouillonnement mental, et ce chaos nous fait fondamentalement peur,
même quand on dit que non, mais au fait, il nous fait quand même peur parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir. Et on a fait suffisamment de blagues dans notre vie pour comprendre que ce qui sort n'est pas forcément positif. Et du coup, on a une sorte de peur fondamentale de ce chaos. Et l'idée donc du Bouddha et de cette école donc de l'étiquetage de Mahasi Sayadaw, c'est de ne pas rester muet de terreur devant ce mental qui bougeotte et qui bouillonne et qui peut nous menacer assez rapidement, et de réussir à l'étiqueter. Parce que quand on met une étiquette sur ce qui se passe, on a un pouvoir sur ce qui se passe, on n'est plus muet de terreur devant ce qui remonte. On sait dire ce que c'est, et en disant ce que c'est, on met en distance. Donc là, il y a des choses très profondes pour développer l'équanimité, et ça fait penser à deux choses qui paraissent un peu les extrêmes de l'évolution humaine. La chose la plus primitive, c'est l'animisme. Et donc, dans l'animisme, ils imaginent toujours que la plupart des maladies sont dues aux esprits, y compris et surtout les maladies psychiques. Et du coup, leur traitement, c'est de trouver le nom de l'esprit. Parce qu'une fois qu'ils ont trouvé le nom de l'esprit, ils peuvent discuter avec lui, marchander, ils peuvent faire des manœuvres ou des rituels pour l'expulser, parce qu'ils connaissent son nom. Et donc, c'est très important de connaître le nom de l'esprit, et donc c'est une forme d'étiquette, une forme aussi de diagnostic, on pourrait dire. Il y a quelque chose qui va mal, on trouve son nom, et une fois qu'on a trouvé son nom, on peut travailler avec. Et donc, j'ai emmené 2 fois des groupes de thérapeutes en Inde pour observer donc les thérapies traditionnelles de l'Inde, et on a été les 2 fois au temple de Balaji, et c'est un temple très intéressant. J'en parle dans un de mes livres, c'est l'Inde intérieure, oui, je fais un article dessus. Et sinon, il y a aussi Sudhir Kakar, qui est dans son livre Chaman, mystique et docteur, qui est paru chez Plomb, qui a fait aussi un chapitre sur Balaji. Donc c'est un grand temple de guérison au sud de Delhi. C'est à 1 nuit de bus de Delhi. Et toutes les semaines, il y a 800 nouvelles personnes qui passent pour la guérison psychique. Alors la plupart, donc, c'est des petits troubles, des petites névroses, etc. Donc ils se contentent de prier devant le temple et la statue d'Hanuman, mais il y en a beaucoup qui viennent pour des vraies psychoses, des villages du fin fond de l'Inde, etc. Et des fois, ils passent 40 jours là pour faire la thérapie. Et d'après l'OMS, donc cette thérapie est efficace. Voilà, il dit qu'il y a 25% de réelle amélioration chez les psychotiques qui vont à Balaji. Et c'est bien parce que dans les hôpitaux psychiatriques en Occident, on ne fait pas tellement mieux. Voilà. Et donc, ils ont tout un système. Donc, les psychotiques sont considérés comme des sadhakas, c'est-à-dire des pratiquants du yoga. Ils se lèvent tôt, il faut qu'ils récitent beaucoup de prières, beaucoup de mantras. Ils jeûnent partiellement, il faut qu'ils s'habillent simplement, qu'ils couchent par terre, etc. Donc, ils sont considérés comme des yogis. Et puis, ils sont aidés par le village. Et donc, l'aide du village, c'est l'aide à la mise en transe. Et donc, on assistait à ces mises en transe. Et donc, il n'y a pas vraiment de prêtre qui organise. Les villageois savent comment faire, et c'est simple. Ils se mettent autour du patient qui commence à bouger de la tête pour faciliter la mise en transe. Et ils ont des chants. Et puis, à un moment, on s'intensifie. Quand ils voient que le patient commence à rentrer en transe, ils intensifient. Et là, ça devient une répétition. Et c'est simplement Baba Bolo, Baba Bolo, Baba Bolo, Baba Bolo. Et ça veut dire Baba, c'est la manière dont on s'adresse à l'esprit. C'est un terme affectueux pour des aînés, pour un grand-père, etc. On l'appelle Baba en Inde. Et donc, c'est assez rassurant parce que c'est un terme affectueux. Et Bolo, ça veut dire dis, c'est-à-dire dis ton nom. Parce qu'une fois qu'il aura dit son nom, on pourra l'attraper et ensuite faire les rituels et faire ce qu'il faut pour le faire sortir ou l'envoyer ailleurs. Voilà. Et donc, c'est toujours cette idée de l'étiquetage, de mettre un nom sur ce qui se passe en nous, ou mettre des noms. Et donc, on parle beaucoup de pleine conscience de nos jours, mais il y a quand même une sorte d'erreur. Enfin, c'est pas une erreur de traduction. Donc, le terme mindfulness a été fait par Thich Nhat Hanh quand il est arrivé aux États-Unis et en France dans les années 60-70. Il a donc fait ce terme pour traduire sati. Mais au fait, sati, ça vient en pali, qui ont traduit par pleine conscience mindfulness, ça vient du sanskrit smriti. Et smriti, ça veut dire remémoration.
Et donc l'idée du Bouddha, quand il parle de sati, il en parle beaucoup, effectivement, et c'est central dans son enseignement, c'est qu'on a un chaos à l'intérieur de nous. Hein, ça sort dans tous les sens, il y a tout le meilleur, le pire, etc. Et ça bouillonne dans toutes les directions. Et donc la première chose, c'est de mettre de l'ordre là-dedans. Et pour mettre de l'ordre, il donne des grilles de lecture. Il en donne plusieurs. Et le travail, c'est de pouvoir dire, quand il y a une sensation, une émotion, une pensée qui remonte, à quoi ça se relie dans la grille de lecture. Alors, il y a par exemple une grille de lecture hyper simple. C'est les trois qualités du monde tel qu'il est, y compris notre monde intérieur, c'est-à-dire l'impermanence, la frustration et le non-ego. Et donc, quand on observe, par exemple, ces émotions, on se focalise sur le fait qu'elles sont impermanentes. Ensuite, on se focalise sur le fait qu'elles sont frustrantes, parce que tout ce qui est impermanent, par définition, est frustrant, puisque voilà, on y était habitué, et puis tout d'un coup, ça disparaît. Et puis, si c'est aussi vraiment impermanent, ça veut dire qu'à un moment, ça n'existait pas, ensuite, ça n'existera plus. Donc, il n'y a pas d'individualité propre et éternelle dans cette émotion ou dans cet objet, dans cette table, etc. Même dans une montagne, il n'y a pas d'individualité propre éternelle, puisqu'avec l'érosion, il y aura un moment où la montagne sera complètement érodée. Voilà, donc ça c'est la grande idée du Bouddha, et donc on l'applique à travers avec son monde intérieur pour quelque part le mettre à distance et s'en libérer. Et sinon, donc il y a d'autres grilles de lecture qui donnent. Il y a par exemple les 5 obstacles fondamentaux. Donc il y a l'avidité et l'aversion, la somnolence et l'excitation, et le doute. Voilà, alors avec ça, on peut qualifier beaucoup de choses qui se passent dans notre méditation. Ensuite, il y a les 7 facteurs d'éveil, l'effort juste, l'absorption juste, l'attention juste, la pensée juste. Voilà, donc tous ces facteurs justes sont des facteurs qui nous... donc ça c'est les séries du sentier octuple, et puis il y a aussi les 7 facteurs de l'éveil, comme la joie, la relaxation, qui sont aussi des grilles qui nous permettent d'identifier de ce qu'on a en nous. Et alors, donc c'est très différent de la psychanalyse, parce qu'il ne s'agit pas de commenter ce qui se passe en nous, mais juste de mettre des petites étiquettes. Et ces petites étiquettes, donc, elles ont l'avantage d'être simples. En gros, il y en a 10, 15, maximum 20. Et avec ça, on classe tout notre mental. Et du coup, c'est calmant, parce qu'on revient tout le temps aux mêmes idées. Alors, des fois, c'est humiliant, parce qu'on s'aperçoit que notre mental est plutôt répétitif. Quand on a vu l'avidité, l'aversion, la colère, le doute, la somnolence, l'excitation, on a vu déjà beaucoup de choses, pratiquement 95% du fonctionnement de base de notre mental. Donc ça nous fait redescendre sur Terre et être plus réaliste vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça c'est un premier avantage. Et puis second avantage, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire c'est difficile d'arrêter le mental comme ça. On peut l'arrêter pour 2 secondes, mais après il repart. Et donc la voie du juste milieu, c'est de non pas l'arrêter, mais de le faire passer dans un entonnoir. Et l'entonnoir, ce sont ces 10 ou 15 ou 20 étiquettes de base qui nous permettent de classer notre mental. Voilà, c'est un peu comme quand on range une cuisine, on fait des placards avec des choses qui se ressemblent. C'est pas exactement les mêmes choses, mais on met tout ce qui ressemble à peu près à des casseroles dans le même placard, ce qui ressemble au bol dans un autre, même s'il y a des bols un peu bizarres. Et voilà, donc on a quelques placards et moyennant quoi on s'y retrouve. Et donc c'est pareil dans notre mental avec ces étiquettes simples. On met quelques placards dans notre mental et moyennant quoi on s'y retrouve. Voilà, donc c'est une méthode très intéressante. Et donc la plupart des méditants en Birmanie et beaucoup dans les autres pays d'Asie suivent cette méthode de Mahasi Sayadaw, et qui est très bien enracinée dans les textes bouddhistes. Quand on lit les textes bouddhistes, on a vraiment l'impression que le Bouddha allait dans ce sens de cette méthode. Voilà, quand il donne justement ces grilles de lecture en disant voilà, même par rapport au souffle, dans son Anapanasati Sutta, c'est-à-dire le sutra de l'attention au va-et-vient du souffle, il dit quand le moine qui s'est assis dans la forêt pour méditer observe son souffle, et quand il
quand il observe que son souffle est long, il constate mon souffle est long, c'est-à-dire en pratique il le dit intérieurement. Et quand il observe que son souffle est court, il constate mon souffle est court, c'est-à-dire probablement il pensait à une verbalisation à chaque fois, mon souffle est long, mon souffle est court, une verbalisation intérieure. Voilà donc toujours cette méthode des étiquettes. Et donc ça permet de diminuer l'agitation du mental et de développer l'équanimité. Et donc une bonne manière de développer l'équanimité aussi, c'est une sorte d'étiquette finalement, de voir les choses et les sensations et les émotions et les pensées comme vides, parce que ça permet une mise à distance. Alors quand on dit vide, on se dit mais c'est une notion théorique, comment est-ce qu'on peut appliquer le vide dans sa pratique quotidienne? Pour rassurer, il y a quelque chose de très simple, on peut dire que qu'est-ce que c'est que le vide dans l'exploration de notre corps et de notre esprit? C'est une relaxation complète, parce que la relaxation complète, c'est un vide de tension. Et donc si on réussit ça, c'est déjà bien, et ça nous permet de bien mieux gérer tout ce qui remonte dans notre mental. Et donc, quand on voit les choses comme vides, y compris les émotions, les pensées, à ce moment-là, on en prend une distance. Et on le sait dans le langage habituel, si quelqu'un essaie de nous embobiner, de nous raconter donc des bobards, et que tout d'un coup on s'en aperçoit, et on lui dit, mais ce que tu me racontes, c'est complètement creux. Voilà. Et donc, ce complètement creux, c'est vraiment la mise à distance par le vide. Et donc, il y a manière de s'entraîner vis-à-vis de toutes nos pensées, de toutes nos sensations, de les étiqueter en disant c'est complètement creux. Et de complètement détendre les tensions musculaires précises qui sont à l'origine de cette pensée précise. Et on les trouve. Au début, on ne les trouve pas, mais avec l'expérience, on les trouve. Et donc, ça, c'est très important, être capable de dire à ces sensations qui sont un peu séductrices parce que quand elles remontent, elles paraissent être la plus importante au monde, elles nous font croire ça, et puis après, de nouveau, elles se dissolvent et donc on est déçu. Et donc, si on a compris ce mécanisme, on peut leur dire aux sensations, t'es complètement creuse. Voilà, et à ce moment-là, elles sont vexées, elles s'en vont parce qu'elles ont été démasquées. Voilà, donc, Ajahn Chah, que je vous ai déjà cité, lui, il a une manière de méditer très simple, et je la fais faire en séminaire, donc ces 4 jours qui viennent, on la fera. Il dit de voir les sensations et les émotions, donc, et les pensées qui en dérivent, comme des vieilles peaux de banane ou des noix de coco cassées. Une vieille peau de banane au fond d'une poubelle, c'est pas appétissant. Une noix de coco cassée aussi sur un tas, comme ils le font, ils les font pourrir dans l'eau pendant 1 an pour pouvoir extraire les fibres après. Donc ces tas de vieilles noix de coco cassées, noircies, c'est vraiment pas appétissant, c'est le dépotoir, quoi. Et donc, alors que quand la noix de coco est pleine, ou que la banane est jolie, etc., c'est très appétissant. Et donc l'idée, c'est que nos sensations, elles sont appétissantes, même quand elles sont désagréables, elles sont importantes, voilà, et elles sont au centre de notre psychisme, une petite douleur, tout ça, on pense qu'à ça, on va enfoncer une aiguille dans le doigt, après on pense qu'à ça, mon doigt, etc. Et du coup, il faut réussir à se détacher de ça et voir donc ces sensations, ces perceptions comme creuses, et donc comme des vieilles peaux de banane ou alors des noix de coco éclatées. Voilà, donc là, il y a tout un travail à faire sur ces images très simples. On peut balayer le corps, et à chaque fois qu'il y a une sensation qui remonte dans la partie du corps qu'on observe, on applique la vieille peau de banane ou la noix de coco cassée. Voilà, ou alors la bulle de l'enfant qui crève, ou alors le ballon de baudruche, un enfant qui gonfle son ballon. On lui dit arrête de gonfler, sinon ça va exploser, puis il ne vous écoute pas. Puis finalement ça explose, puis il se retrouve tout penaud avec un petit bout de plastique dans la main, alors qu'il y avait un beau gros ballon avec plein de dessins dessus. Voilà, donc on est comme ça dans notre rapport aux sensations, aux émotions, ça gonfle, et puis à un moment que ça éclate, et après on est tout déçu, on se dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc bien comprendre ça, et pratiquer dans ce sens-là. Et voilà, alors il y a aussi une méditation de base pour développer l'équanimité, et donc c'est pratiqué dans un monastère au nord de Yangon, la capitale de la Birmanie, où j'ai été pendant 1 semaine. Et c'était très intéressant
parce qu'ils étaient 400. Donc il y avait peut-être 100 visiteurs et 300 permanents. Et donc repas en grand silence, donc rien que ça c'est impressionnant, 400 personnes qui mangent dans un silence parfait. Et puis le maître de méditation, il connaissait très bien la méditation, on n'est pas maître de méditation dans un pays bouddhiste de 400 personnes sans très bien connaître la méditation, mais il simplifiait pour que tout le monde puisse comprendre. Et il y avait une méditation qu'il recommandait beaucoup. Il disait, vous vous asseyez et vous acceptez toutes les distractions. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on dit en méditation habituelle où on repousse les distractions. Et il dit au contraire, là, acceptez-les et faites-les venir parce que ces distractions, c'est votre instrument de travail. Et il dit, vous êtes un peu comme un scientifique. Le scientifique, plus il collecte de données, plus il est content parce que s'il a beaucoup de données, il pourra faire des théories très précises qui collent bien à la réalité. Et donc les données, ce sont ces distractions. Et il dit à chaque fois qu'il y a une distraction qui vient, vous vous posez simplement 2 questions. Est-ce que cette distraction n'est pas teintée par l'avidité? Première question. Et deuxième question, symétrique, est-ce que cette pensée n'est pas teintée par l'aversion? Voilà. Et à chaque fois, donc on se pose cette question, avidité, aversion. Et c'est intéressant encore plus quand on relie ça au corps. Quand on est dans l'avidité, c'est tout prendre pour soi. Donc c'est embrasser et se pencher vers l'avant. Et l'aversion, c'est rejeter, donc c'est plutôt faire ce mouvement-là, donc se cambrer vers l'arrière. Et donc on sent, quand une distraction est reliée à l'avidité, on commence à s'incliner un peu vers l'avant, et quand elle est reliée à l'aversion, on commence à s'incliner un peu vers l'arrière. Et le but donc c'est d'être comme le lys qui monte tout droit, et puis avec l'énergie qui est au niveau de la tête, c'est-à-dire on n'est plus à s'incliner vers l'avant ou vers l'arrière, on a trouvé l'équanimité et la stabilité mentale en haut. Voilà, donc ça ce sont des méditations très simples, mais qu'on peut faire pendant des années parce qu'elles correspondent à la manière dont notre mental fonctionne. Voilà, alors il y a une autre manière de réduire l'avidité, donc pour obtenir l'équanimité, c'est de rabattre la pointe du nez. Donc on le fera peut-être dans la petite méditation de 10 minutes parce que c'est original comme exercice, mais ça marche très bien. Je vous expliquerai pourquoi à ce moment-là. Voilà, alors autre chose importante et tout à fait concrète, c'est pas expliqué clairement dans les livres en général, mais il y en a qui en parlent quand même à leur manière, et c'est relié à la non-dualité aussi. On a 2 manières de fonctionnement de conscience. Le fonctionnement habituel qui est conique et le fonctionnement de temps en temps qui est sphérique. C'est-à-dire, par rapport à notre corps, c'est évident. La plupart du temps, quand on rentre à l'intérieur de nous, donc on sent notre corps, et on le sent parce qu'il y a une partie qui fait mal, ou qui chatouille, ou qui gratouille, ou qui a froid, ou qui a chaud. Et à chaque fois, donc, il y a une petite partie du corps un coin du corps, un recoin du corps qui absorbe toute notre attention. Parce que voilà, quand on pense à une sensation, on pense à elle et puis on pense pas aux autres et donc on a l'attention absorbée, même si c'est que pendant quelques secondes, sur ce point du corps. Et donc c'est ça qu'on pourrait appeler le fonctionnement conique. On est pris dans un coin, on est pris comme si la conscience était un cône qui allait dans un coin du corps et qui reste là pour quelques secondes. Et de temps en temps, on a quand même, surtout quand on cherche à méditer, des expériences qui sont plus globales, plus enveloppantes, et c'est ça qu'on pourrait appeler les expériences sphériques. Donc, à la fois, on sent tout son corps bien enveloppé, et on sent une immensité, un espace pur, et on peut même sentir qu'on est un avec cet espace pur. Et donc, vous vous doutez qu'en méditation, on tend à aller vers ces expériences sphériques, donc d'espace pur, plutôt que de rester dans des recoins du corps parce que ça me fait mal, parce que ça me chatouille, parce que ça me gratouille. Et donc, il y a tout un travail à faire pour l'ouverture, le passage du conique au sphérique. On pourrait aussi dire le passage du local au global. Donc, le local, c'est une petite sensation où, dans l'espace de l'esprit,
l'esprit qui s'accroche à quelque chose en disant ma grande-tante, elle m'a envoyé une claque quand j'avais 5 ans et je lui en veux, etc. Et de nouveau, on s'accroche à ça et notre mental, notre conscience qui aurait pu être dans l'espace universel redevient attachée à un souvenir bien précis et bien localisé dans l'espace de notre esprit. Et donc, il faut éviter ça. Et j'étais l'an dernier dans un séminaire avec un des meilleurs enseignants occidentaux de bouddhiste tibétain, c'est B. Alan Wallace. Lui a dirigé beaucoup de retraites, a fait beaucoup de retraites lui-même, et il dit quelque chose de très simple. Il dit il ne faut pas laisser l'avion de la conscience s'écraser dans le corps. Voilà, donc en général, quand on cherche à méditer, on a des bons moments où on est dans l'espace pur, dans le ciel en quelque sorte, comme l'avion, et puis tout d'un coup, il y a un problème corporel ou relié au corps ou très proche du corps qui vient et qui nous fait tomber comme un avion tomberait du ciel et s'écraserait sur le flanc d'une montagne. Et nous, donc notre conscience s'écrase dans le corps. Et donc à chaque fois, il faut repartir dans le ciel, c'est-à-dire revenir à une perception globale du corps et globale de l'espace. Voilà, et il y a un grand maître tibétain, Jujom Lingpa, de la fin du 19e, qui dit dans son livre le Buddhahood without meditation, la bouddhéité sans méditation, il fait toute une ou deux pages très belles où il conseille à son disciple de devenir le yogi de la pénétration uniforme de l'espace. C'est-à-dire pour lui, et c'est une sorte de sommet du yoga, ce samarasa, donc comme on dit en sanskrit, c'est-à-dire avoir une perception uniforme de tout l'espace, puisque tout se passe dans l'espace de notre esprit, tous nos phénomènes mentaux se passent dans l'espace de notre esprit. Si on réussit à avoir une perception uniforme de cet espace, c'est-à-dire que tous les événements de notre esprit seront pris avec équanimité, évidemment ça voudra dire qu'on aura atteint déjà un niveau très élevé. Voilà, donc développer la perception uniforme de l'espace, c'est le conseil de Jujom Lingpa. Jujom, c'est T-J-U-T-J-O-M. Voilà, alors aussi il y a une forme d'équanimité qui est importante dans la méditation, c'est l'équanimité par rapport aux expériences. Il y a des expériences agréables qui arrivent et désagréables. Alors évidemment, au début et même après, on a tendance à favoriser les expériences agréables. Alors bon, c'est pas un crime, c'est vrai que des expériences agréables, c'est un encouragement pour continuer à pratiquer. Donc quelque part, comme on dit, il faut pas se plaindre que la mariée soit trop belle. Donc il faut savoir accepter ces expériences agréables, mais sans attachement. Et donc il y a cette persévérance qu'on développe en méditation, que les expériences qui nous arrivent soient agréables ou désagréables. Et donc, dans ses livres aussi, Jujom Lingpa, je pense que c'est lui, oui, passe des dizaines de pages à exprimer des expériences plutôt désagréables, voire catastrophiques ou désastreuses, qui peuvent arriver quand on médite bien. Et c'est ça l'intérêt donc de cette description. Il dit, même quand vous méditez bien, il peut se passer des tas de choses désagréables. C'est pas parce qu'on a quelque chose de désagréable en méditation qu'on médite mal. Évidemment, bon, on peut avoir une mauvaise posture, on se fait mal au dos, ça faut corriger. Mais au niveau psychique, justement parce qu'on médite bien, on va racler les égouts, le fond des égouts, il y a plein de choses qui remontent, qui paraissent négatives. Voilà. Et donc, il faut être prévenu de ça, sinon on se décourage et on ne fait pas face à nos résistances, comme on dit en psychothérapie, et finalement on ne progresse pas. Donc, être capable de faire face à ce qui est désagréable et aussi ne pas s'attacher à ce qui est agréable. Et il y a une expression d'un maître zen qui m'est revenu, il disait se méfier du démon des expériences lumineuses. Voilà, quand on a une expérience lumineuse, on pense que c'est un ange, mais si on considère le côté de l'attachement, ça risque d'être un démon, voilà, parce qu'on colle à cette expérience et puis après on ne peut pas aller plus loin. Donc bien comprendre ça. Et alors, donc il y a
un bel exemple d'équanimité. Et Tenzin Palmo nous l'a redit au dernier séminaire en avril. Donc c'est cette Anglaise qui est depuis 55 ans moniale tibétaine. Et donc elle a été 11 ans et demi dans une grotte. Et donc j'ai pu aller dans cette grotte, enfin j'ai voulu aller dans cette grotte. Moi j'ai mon propre ermitage, donc je n'avais pas envie de faire toute ma retraite dans cette grotte, mais j'ai quand même été pendant 8 jours pour sentir l'atmosphère. Et j'ai compris le problème dont elle parlait dans ce témoignage où elle a développé l'équanimité, c'est qu'au mois de juin, la neige fond, mais donc il fait un peu plus chaud, hein, il fait un peu au-dessus de zéro, c'est une grotte à 4300 mètres d'altitude. Et donc c'est le beau temps, c'est-à-dire le beau temps à cette altitude-là, c'est que la neige qui arrive par terre ne tient pas, mais elle fond quand elle arrive par terre, parce que le sol est quand même un peu au-dessus de 0 degré. Et donc, dans cette ambiance-là, comme c'est pas gelé, ça se met à goûter beaucoup dans la grotte. Et donc, on sait plus où dormir parce qu'il y a des gouttes qui tombent de partout. Et en plus, elle avait passé l'hiver là, donc elle avait sans doute une alimentation qui n'avait pas été satisfaisante. Et elle était malade. Et voilà, en gros, quoi, elle déprimait. Elle s'est dit, qu'est-ce que je fais dans cette grotte, etc. Faut que je parte. Et il y a un moment où il y a une voix qui lui a dit, mais est-ce que le Bouddha, il n'a pas dit que dans la vie, il y avait de la frustration? Et donc, elle a réalisé qu'effectivement, elle était dans une situation qu'avait déjà décrite le Bouddha depuis longtemps. Et à un moment, elle s'est dit, de toute façon, c'est OK de ne pas être OK. Voilà, elle était malade, ça goûtait de partout, rien n'allait plus dans la grotte. Mais il y a une voix qui lui a dit, c'est OK de ne pas être OK. Et alors, elle nous a raconté, hein, c'était touchant, on était une soixantaine dans le séminaire. Quand je vous dis ça maintenant, après 40 ans, ça vous paraît banal, mais moi, ça va changer ma vie. Et après, j'ai pu tenir 11 ans et demi dans cette grotte, et c'était OK, même si quand c'était pas OK. Voilà, et donc ça, c'est un mantra qu'on peut prendre pour la vie courante, parce que des choses qui sont pas OK, ça vient vite, hein, et donc les petites ou les grandes. Et donc, si on part de ce principe que c'est OK, même quand c'est pas OK, à ce moment-là, on développe une vraie stabilité. Hein, ce type de mantra, de formule qu'on se répète, c'est comme la quille d'un bateau. Il peut y avoir des choses qui vont de gauche et de droite, mais il y a toujours cette pensée aussi OK qui n'est pas OK, qui nous ramène à l'équilibre. Voilà, donc on va terminer là-dessus, et puis faire 10 minutes de méditation, qui ne seront pas peut-être pas OK, mais maintenant vous saurez que c'est OK, même si c'est pas OK. Alors, pour apprendre quelque chose, il y a une posture en méditation qu'avait souvent mon maître spontanément, Swami Vijayananda. Et quand on regarde les photos de Mananda Mayel, il y avait souvent aussi cette posture, mettre une main sur le dos de l'autre main. Voilà, c'est calmant comme posture. Et est-ce qu'on met la main droite sur la main gauche ou vice-versa? Alors là, on peut tenir compte de la narine fermée, c'est intéressant comme pratique. Donc, ça nous emmène à savoir qu'il y a une narine fermée et pendant que l'autre est ouverte. Donc, on a tous au repos une narine fermée, une narine ouverte, mais pas forcément complètement fermée, l'autre pas forcément complètement ouverte, mais une différence quand même entre les deux. Donc, soit on le sent directement, si on ne le sent pas directement, on va fermer une narine avec le pouce et inspirer, expirer par l'autre narine. Plutôt vivement. Puis ensuite, on fait avec l'autre narine. Voilà, et quand on est au repos, il y en a une qui passe mieux que l'autre, donc c'est la narine ouverte. Quand on a bougé ou qu'on a parlé, à ce moment-là, les deux peuvent être ouvertes également pendant 1 minute ou 2. Et quand on se repose, l'une se ferme et l'autre s'ouvre. Voilà, donc, vous prenez un peu de temps pour bien identifier cette narine.
Maintenant, on met la main du côté de la narine fermée au-dessus, parce qu'on a le sentiment qu'elle est ouverte par la pression de la main du dessous. Et on écarte les doigts un petit peu dans la main du côté de la narine fermée qu'on a mis au-dessus. Parce que écarter les doigts, ça fait des ouvertures. Par réflexe, ça a tendance à ouvrir la narine fermée. Et l'ouverture de la narine fermée, ça ouvre, ça libère de l'anxiété à la base. J'explique ça en détail dans Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. Quand on est anxieux, il y a non seulement le plexus et la base de la gorge qui se ferme, mais aussi la narine fermée qui se ferme encore plus. Donc on se familiarise avec cette nouvelle posture de main, cette nouvelle mudra de méditation, et on sent à la fois l'apaisement et l'ouverture que ça donne. Ça pourrait être une bonne définition de la méditation pour tous, ce qu'on pourrait appeler une méditation laïque, parce que pour tous, c'est l'ouverture apaisée. Maintenant, on ne peut pas tout faire en 10 minutes, mais on va quand même essayer de trier, de faire une sorte de triage de base dans tout ce qui remonte à notre esprit, c'est-à-dire les souvenirs du passé ou les soucis pour l'avenir, ou les sensations du présent. Faire le tri entre est-ce que ça éveille de l'avidité chez moi ou de l'aversion. Et vous sentez que l'avidité, c'est un petit mouvement vers l'avant, l'aversion, un petit mouvement vers l'arrière. Et à chaque fois, vous revenez à l'image du lys. C'est-à-dire, ça monte dans l'axe central, l'énergie monte dans l'axe central bien droite et s'épanouit au niveau de la tête sous forme de pure conscience. Donc, après avoir accueilli telles quelles des pensées d'avidité ou des images d'avidité ou d'autres d'aversion, vous revenez à chaque fois dans l'axe central. Alors, comme le psychisme est complexe, des fois on peut avoir un mélange d'avidité et d'aversion, c'est-à-dire on a d'abord une avidité pour le gros gâteau au chocolat, mais après on a l'aversion parce qu'on se dit que c'est mauvais pour la santé. Voilà, donc sentir aussi ces contradictions, mais on tourne toujours finalement autour d'avidité et d'aversion.
pas hésiter à dire la petite parole avidité ou la petite parole aversion quand vous constatez un début d'avidité ou un début d'aversion. Soyez proche du corps, ce mouvement instinctif quand on est avide pour quelque chose, de le prendre dans les bras. Du coup, une petite inclinaison vers l'avant et vice-versa. Maintenant encore 2-3 minutes, essayez d'accélérer le processus, c'est-à-dire le plus tôt possible quand une sensation ou un début d'émotion remonte, l'évaluer avec ces critères hyper simples, avidité ou aversion. Et avec l'habitude, on peut vraiment repérer si une sensation va aller vers l'avidité ou vers l'aversion très tôt. Donc il y a une sorte d'accélération paradoxale, parce que de l'extérieur on est très calme, mais de l'intérieur on va très vite à la racine de la sensation et on voit très vite si elle va s'orienter vers l'avidité ou bien l'aversion. Maintenant, on pratique l'équanimité sous forme de la descente de la lumière dans le corps. Ça conclut bien les méditations parce que c'est un retour au global aussi. Donc on sent qu'il y a une masse de lumière au-dessus de la tête, quel que soit le nom qu'on donne à cette lumière spirituelle, et puis qu'elle descend en nous sur l'expiration. On sent sur l'inspiration le haut de la tête, sur l'expiration, ça descend en nous. Et ça égalise toutes les images corporelles qu'on a. Ça les lisse, ça les aplanit. Cette onde de lumière expiratoire est tellement douce, tellement répétée, qu'elle finit par tout lisser, tout égaliser, tout harmoniser. J'aime bien en méditation créer de temps en temps des mots nouveaux, parce que voilà, ça reste dans la mémoire. Et un petit cadeau d'au revoir pour ce soir à la fin de cette méditation, c'est le mot équanimifier. Voilà, on rend équanime.
Pourquoi finalement tant rechercher cette paix de base, cette paix de fond? C'est peut-être pour retrouver ce que disait le Bouddha, tout simplement. Il déclarait: la paix, c'est le plus grand des bonheurs. Maintenant, on peut s'étirer. La pluie, c'est une forme d'équanimité, à condition de ne pas se plaindre. Si on se plaint, on a tout perdu. Oui, oui. Voilà, donc vous êtes invité à poser des questions que vous souhaitez. Elles sont toutes les bienvenues. En général, c'est toujours la première qui est la plus hésitante, et puis les autres suivent. Donc, voilà. Oui. Merci. J'ai une question, juste en 2 mots, mais l'intérêt évidemment c'est la question, l'intérêt global pour tout le monde. Mon voyage de naissance, j'ai eu un accident de voiture en mai, suite auquel j'ai des acouphènes très invalidants. Et je voulais juste vous demander si vous avez un éclairage pour voir comment intégrer les acouphènes en fait, face à la peur du silence, du coup, si quelque chose peut pacifier, équanifier, aider par rapport aux acouphènes. Merci. Oui, donc les acouphènes, donc j'en parle dans mon livre La mystique du silence. Et éventuellement, je pourrais vous envoyer le dossier Word pour que vous puissiez l'écouter avec l'ordinateur. Et donc, il y a une petite partie, je fais la physiologie de l'écoute du silence, et je parle des acouphènes, et je parle d'une méthode pour diminuer les acouphènes. Et donc, c'est une méthode qui est calquée sur la rééducation du membre fantôme. Alors, donc, il faut comprendre ce qui se passe. Donc, quand il y a un problème, par exemple, des cils de la cochlée, donc qui recueillent les vibrations sonores et qui les transmettent, qui les transforment en signaux électriques pour aller jusqu'au cortex. Donc, quand, par exemple, il y a des dommages dans ces fibres, dans ces cils de la cochlée, il y a un trou dans une fréquence sonore donnée qui correspond à cette partie de la cochlée. Et le cerveau qui a l'habitude d'entendre des messages sonores dans toutes les fréquences d'onde, dans tout le spectre, a un trou. Et comme la nature a horreur du vide, il recompose un son lui-même pour boucher le trou. Et ce son, c'est l'acouphène. Voilà, donc comment faire pour s'en tirer? Eh bien, on peut prendre exemple sur le traitement de la douleur du membre fantôme.
Hein, donc, quand il y a une amputation, il y a un trou de sensation, la zone du somatognosique, comme on dit, qui connaît le corps de façon donc sensitive, qui correspondait par exemple à la jambe droite qui a été amputée, est vide. Et du coup, comme la nature a horreur du vide, elle crée des sensations dans ce vide. Et le problème, c'est que ces sensations sont souvent douloureuses. Et donc, comment traiter la douleur d'un membre qui n'existe plus, hein, c'est un problème pour les médecins. Et finalement, il y a un médecin indien qui travaillait en Californie qui a trouvé la solution. Donc, pour quelques dollars, il a pris du carton et il a fait une jambe en carton sur laquelle il a mis des miroirs. Et ensuite, il a été voir le patient et il a dit « Regardez les miroirs ». Et donc, en voyant sa jambe gauche reflétée dans le miroir, ça donnait une jambe droite. Et donc, il était content parce qu'il avait vraiment le sentiment de revoir sa jambe droite. Et après, il a titillé la jambe gauche avec toutes sortes de sensations, piqûres, brûlures, pincements, etc. Et il a dit, imaginez que les sensations de la jambe gauche sont dans la jambe droite. Et comme il voyait la jambe droite, il regardait la jambe droite, il pouvait imaginer facilement que les sensations étaient là. Donc ça a bouché le trou de sensation et les douleurs des membres fantômes, des fois de 10-20 ans de douleurs de membres fantômes, sont disparues en 1 ou 2 séances. Et voilà. Et donc avec l'acouphène, on peut faire quelque chose d'analogue. Alors, bon, je ne dis pas que tous les acouphènes sont les mêmes, mais au moins on peut essayer. Et j'ai une belle-sœur qui avait un acouphène post-traumatique, elle avait eu des sons trop forts, et du coup, ça sifflait dans son oreille, ça la gênait beaucoup, d'autant plus qu'elle est musicienne. Et elle m'a dit, parce qu'elle a vu des tas d'ORL, que cette méthode, c'est ce qui l'a le plus aidé pour sortir des acouphènes, parce que c'est concret, et parce que ce qui dérange dans un acouphène, c'est qu'on a l'impression qu'on ne peut rien y faire. Et l'erreur qu'on fait, c'est qu'on voudrait s'en débarrasser complètement. Alors qu'en fait, c'est pas possible. Mais donc, ce qu'on fait, on le change. Alors, comment faire techniquement? Donc, remarquez que l'acouphène, c'est pas un son unique, il y a plusieurs petits sons dedans. Hein, un fouillis de petits sons. Et donc, on prend par exemple l'harmonique du son principal de l'acouphène, qui est un son plus fin et plus aigu. On se concentre dessus. En se concentrant dessus, c'est comme un fil qui devient large comme une bande, et la bande de l'acouphène principale maigrit et devient comme un fil. Et donc on inverse les deux, c'est-à-dire on a comme acouphène principal un son qui était secondaire au début, et l'acouphène principal devient un son secondaire. Et cette inversion, ça débloque quelque chose en nous, et on supporte bien mieux l'acouphène, parce qu'on a pu le changer, parce qu'on s'aperçoit qu'on peut le maîtriser jusqu'à un certain point. Voilà, donc ça c'est une méthode, et voilà. Sinon, donc il y en a sans doute d'autres. Hein, j'avais travaillé ça quand j'ai fait il y a 17 ans maintenant mon livre La mystique du silence. Vous l'avez là. Mais sinon, il y a d'autres méthodes. Hein, de manière générale, la relaxation aide à mieux supporter, mais ça dépend des types d'acouphènes. Il y en a qui sont légers, il y en a qui sont très pénibles. C'est venu juste après votre accident? C'est un trauma crânien alors? D'accord, hein? D'accord. Non, c'est possible qu'il y ait ce phénomène, comme c'est traumatique, d'une bande de fréquences que vous n'entendez plus, et du coup, le cortex compense. Et donc, si c'est ça, cette méthode de dériver l'attention vers des sons plus faibles et leur donner plus d'importance, ça devrait marcher. Donc, c'est vraiment comme la rééducation du membre fantôme. Version acouphène. C'est dans le monde du silence. C'est dans la mystique du silence, oui, c'est ça. Il y a 3 parties, et au début de la 3e partie, je parle des aspects physiques du son du silence, et donc on a plusieurs sources physiques du son du silence. Il y a le bruissement des artérioles près de la cochlée, donc ça fait un bruit qui est amplifié parce qu'il est tout proche de la cochlée. Il y a le mouvement automatique des cils sur la cochlée, donc les neurones auditifs ont des cils qui ont ce mouvement, sauf que pour les neurones auditifs, c'est spécial. Les cils servent à transformer le signal mécanique qui arrive du tympan en signal électrique. Et du coup, ce mouvement automatique des cils, ça produit un signal électrique de fond qui fait une partie de l'acouphène physiologique.
Et sinon, les muscles qui tiennent tout le système de la tête, y compris ceux qui s'attachent à la mastoïde qui est très proche de la cochlée, derrière l'oreille, ont ce qu'on appelle une fibrillation. C'est-à-dire chaque fibre musculaire se contracte et se détend à son rythme. Donc il y a un frottement entre les fibres et ce frottement produit un bruit qu'on n'entend pas d'habitude, qu'on entend éventuellement quand on serre très fort des muscles de la nuque, etc. Et donc ça, c'est une des causes de l'acouphène physiologique. Et sinon, il y a aussi le mouvement de base des muscles entre les osselets de l'oreille moyenne qui fait que le marteau tape, que c'est donc il y a tout le temps un message de vibration dans ces osselets qui frappe sur le tympan interne et qui donne donc un signal sonore. Voilà, donc ce sont différentes causes de l'acouphène de base et donc notre oreille émet un son. Donc on l'a enregistré avec des micros très sensibles et même les enfants le savent parce que quand ils mettent un coquillage sur l'oreille, il y a un bruit, donc on dit c'est le bruit de la mer, mais au fait c'est le son émis par l'oreille qui est reflété par la surface du coquillage et donc on se met à percevoir alors que d'habitude il se perd dans l'atmosphère. Oui. Est-ce que le fait de croiser ses bras sur la poitrine, Oui. mettre la main gauche sur le cœur, Oui. la main droite au-dessus, Oui. garder croisé, est-ce que ça peut aider l'équanimité? Bien sûr, oui, oui, oui. C'est le retour au cœur. Le cœur, c'est le centre de l'être dans les traditions. Et donc, les pharaons qui étaient supposés atteindre l'immortalité étaient régulièrement momifiés dans cette position-là. Et les Tibétains retrouvent cette position-là. Pour eux, c'est l'union de la sagesse dans la main gauche, symbolisée par la cloche, et de l'altruisme dans la main droite, symbolisée par le Vajra, c'est-à-dire ces deux cônes qui sont réunis comme ça, réunis par la pointe. Et donc, en mettant ces deux instruments rituels sur le cœur, en faisant ce croisement, ils réunissent la sagesse et l'altruisme dans le cœur, et ça donne donc l'équilibre spirituel. Voilà, donc, avec une sagesse qui se traduit en action, et une action qui est inspirée par la sagesse. C'est aussi le mariage intérieur, la cloche, c'est le côté féminin, l'altruisme, donc ça correspond au côté masculin. C'est la sagesse qui est la cloche? Alors la sagesse est à gauche, oui, elle vient à droite, et vice-versa. Mais c'est la cloche. C'est la cloche, oui, c'est ça. Oui. Ganta en sanskrit et Vajra. Et donc il y a tout un message profond, et Tenzin Palmo, elle le dit, elle dit, c'est pas pour faire de la publicité pour le bouddhisme tibétain, mais elle pense que c'est la tradition, parmi les traditions de l'humanité, qui a le plus profondément médité sur l'union de la sagesse et de l'altruisme. Voilà. Ça revient tout le temps dans leurs textes, dans leurs rituels, dans leur méditation. Et, excusez-moi, en fait, quand vous avez commencé à enseigner la méditation de l'équanimité, Oui. vous avez parlé des narines, donc j'ai saisi en fait la première chose sur être attentif à la narine qui était ouverte. Oui. Et après, vous avez élaboré quelque chose que je n'ai pas saisi du tout. Donc, on sent qu'il y a une narine qui est plus ouverte que l'autre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément du 100%. On peut avoir une narine ouverte à 75, l'autre à 25, donc celle ouverte à 25, on dira que c'est la narine fermée, même s'il n'est pas complètement fermé. Ça varie, non? Et ça varie toutes les 2 heures, Il y a 2 heures. et la nuit, ça reste 5 heures, 5 heures et demie du même côté. Les 2 premiers tiers de la nuit, donc c'est du même côté, et ça change de côté. Et donc une astuce pour pouvoir se rendormir ou s'endormir facilement, c'est de se coucher du côté de la narine fermée. Et il y a une raison à ça, donc elle est assez simple à comprendre, mais la première fois il faut quand même bien écouter. Et donc quand on se couche du côté de la narine fermée, à ce moment-là, il y a la narine du côté plafond qui est ouverte, et comme d'habitude quand elle est couchée sur le côté, le poumon qui est du côté plafond, c'est le poumon supérieur, n'est pas bloqué par le matelas, donc il peut s'ouvrir plus. Quand il s'ouvre plus,
par réflexe, les bronches s'ouvrent plus et la narine du même côté s'ouvre plus. Or, dans la configuration qu'on a prise au départ, elle est déjà ouverte. Et donc, il n'y a pas de changement de diabète de la narine. Et quand il n'y a pas de changement, le cerveau interprète ça comme un repos et donne l'autorisation de s'endormir. Et si on prend la configuration inverse, c'est la narine fermée qui est en haut, donc qui s'ouvrira à cause de l'ouverture du poumon. Et une narine qui s'ouvre, pour le cerveau, c'est le signe du début d'un effort intense, parce que quand on monte 4 étages rapidement ou qu'on fait 50 mètres de course, tout de suite la narine fermée s'ouvre. Donc, qui dit ouverture de la narine fermée dit début d'effort intense, et évidemment le cerveau ne donne pas l'autorisation de s'endormir quand il comprend qu'il y a le début d'un effort intense. Ok, mais en fait non. Oui. C'est-à-dire que vous avez parlé de la narine qui était ouverte, et puis après on a respiré en fait, Oui. Oui. harmonisé, Comme ça, hein. Oui. Ouais. Pour voir quelle était celle ouverte et fermée, oui. Ok, Oui. et après L'idée c'est de mettre la main, oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, oui. C'était juste pour sentir en fait quelle narine. C'était juste pour sentir, oui, c'est ça, oui. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est pour équilibrer les narines, c'est tout simplement, même sans mettre les doigts, inspirer par la narine fermée en sentant qu'elle s'ouvre et expirer par la narine ouverte en sentant qu'elle se ferme. À ce moment-là, les deux narines s'équilibreront dans notre sensation et on aura ce sentiment d'équilibre parfait qui est très important pour entrer en méditation profonde. Il y a l'équilibre du système neurovégétatif. alors en partie et tout simplement l'équilibre gauche-droite. Et donc on a fait une expérience très simple dans son idée. On demande à des gens qui savent rentrer en méditation profonde d'appuyer sur un bouton quand ils sentent qu'ils glissent en méditation profonde. C'est un peu comme une sorte d'endormissement hyperconscient, glisser en méditation profonde. Et du coup, quand ils sentent ça, ils appuient sur le bouton. Pendant ce temps-là, on enregistre leur EEG gauche et droite. Et on s'aperçoit que quand ils rentrent en méditation profonde, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit se synchronisent au niveau électrique. C'est-à-dire qu'en fait, ils perçoivent les deux moitiés de leur corps exactement pareil. Et à ce moment-là, leurs deux narines sont ouvertes. Et alors, on peut supposer qu'ils perçoivent leurs deux narines comme égales, même si elles sont un peu différentes physiquement, ils les perçoivent comme égales. Et cette perception d'égalité fait rentrer en méditation profonde. Les yogis le disent. Ils disent quand on perçoit ces deux moitiés du corps comme égales, l'énergie rentre dans l'axe central et monte au troisième œil. Et pour eux, c'est l'équivalent de la méditation profonde. Donc l'idéal, quand même, c'est avant de méditer, c'est de rééquilibrer en fait ces narines. Oui, c'est Nadi Shodhana qu'on fait avec les doigts, ou sinon directement avec l'attention. Oui. Le Bouddha disait, hein, l'attention peut maîtriser toute chose, y compris les narines. Oui. Pour la continuité de ce sujet, donc, on vous a posé donc, la main qu'on avait mise naturellement dessus, Oui. la main de la narine. Fermée, oui, c'est ça. De manière générale, donc, quand on croise les mains ou les pieds, il y a une manière de croiser qui permet de sentir une ouverture dans l'articulation du côté de la narine fermée, et c'est la bonne manière de croiser. Voilà, quand on croise les genoux aussi, on peut travailler là-dessus. Hein, quand on croise les mains derrière le dos, on peut travailler là-dessus. Et voilà, l'idée générale, c'est de donner une sensation d'ouverture du côté de la narine fermée, et en particulier dans les articulations. Donc, par exemple, à l'aisselle, c'est très connu dans le yoga, on ouvre l'aisselle un petit peu du côté de la narine fermée, et on la colle sur le tronc du côté de la narine ouverte. Comme ça fait un déséquilibre qui rééquilibre en fait le déséquilibre des narines. Alors, si on veut aller plus loin, c'est intéressant, ça peut être expliqué, les bases peuvent être expliquées simplement. Il y a ce qu'on pourrait désigner comme deux attracteurs dans notre corps. Il y a l'attracteur de la narine fermée qui a tendance à crisper tout le demi-corps du même côté. Et donc, il faut rééquilibrer en décrispant le corps du côté de la narine fermée, en resserrant un petit peu le corps du côté de la narine ouverte. Et puis, il y a l'attracteur du cœur qui est toujours du même côté. Lui, ça ne change pas toutes les 2 heures. Le cœur est à gauche et donc notre énergie de conscience est fascinée par ce cœur qui bat régulièrement ou plus vite quand on est stressé. Et donc, on a régulièrement une déviation de notre énergie de conscience vers la gauche. Et donc, il y a un grand travail
pour calmer les choses et arriver à l'équanimité, qui est le travail du cœur subtil à droite. C'est-à-dire, on fait aller l'énergie dans une boule de lumière qui est symétrique du cœur à gauche, c'est-à-dire en bas et à droite du thorax, juste au-dessus du foie et du diaphragme, et on imagine que c'est notre cœur et on absorbe sa sensation dedans. Donc c'est une sadhana à long terme, mais dès le début, on sent déjà que ça calme. C'est comme si ça aspirait l'énergie d'anxiété qui a tendance à s'accumuler autour du cœur à gauche. Où est-ce qu'on vous expliquer ça? Alors j'explique ça dans Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation, déjà un petit peu dans le mariage intérieur, puis j'ai fait une sorte de suite plus sur la technique du yoga et le rapport avec les neurosciences dans Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. Et donc on peut, en méditant, visualiser quelque part donc ce cœur subtil à droite. Alors oui, donc on imagine c'est une boule de lumière, voilà. Et ça n'a rien à voir avec la méditation sur Hridayé, comme on la trouve dans les Yoga Sutras. Hridayé, c'est le cœur. Oui, c'est ça. Alors, ça a à voir, au fait, il y a 3 cœurs. Il y a le cœur physique à gauche, le cœur subtil à droite, et l'anahata chakra qui est au milieu. Et l'idée, donc, c'est qu'un peu comme quand un carton ou une pièce de zinc est trop déviée vers la gauche, on la retord vers la droite pour que finalement elle vienne au centre. Et donc, on insiste sur la droite, mais le but, ça reste le centre. À long terme, c'est le centre. La méditation sur le lieu du cœur est aussi valable. Oui, la méditation sur le cœur, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Alors, j'ai trouvé à Monswiller, c'est au nord de Saverne, donc près de Strasbourg, un gisant du XVe siècle, c'était en juillet, très intéressant, parce qu'il était donc sur les bords du cœur, avec donc son côté droit qui donnait vers le cœur, vers l'allée du cœur, et il disait dans les explications qu'ils avaient creusé un tabernacle juste au niveau du cœur subtil à droite, et c'est là qu'ils mettaient la présence réelle de Jésus. Voilà, c'est un tabernacle, donc les hosties consacrées qu'on gardait, on les gardait là. Et donc maintenant, il y a un trou là, voilà, parce que le tabernacle a été retiré lui-même, il devait y avoir une porte, quoi. Mais voilà, donc on mettait la présence réelle de Jésus dans le cœur subtil à droite. CQFD. J'ai pris en photo. Ceux qui sont intéressés, après, je pourrais vous montrer. Oui. C'est à Monswiller, la basilique Pierre et Paul, qui a été construite entre le 12e et le 18e. Voilà, donc il y a beaucoup de... On sait quel est le gisant. Quel est quelle est la personne, le nom du gisant? C'est un Christ du 16e, c'est la descente de croix, visiblement le samedi saint, quoi, voilà. C'est le Christ, oui, c'est pas une personne ordinaire, c'est le Christ lui-même du samedi saint, quoi, le Christ au tombeau. Oui. Moi, je trouve que c'est très compliqué ce que vous expliquez, et je me demandais si vous n'aviez pas un exercice tout simple pour des gens qui n'y arrivent pas à rentrer en... Oui, c'est vrai que je mets pas mal de choses dedans. C'est pour ça que j'ai mes livres, pour pouvoir relire ça tranquillement. Sinon, les exercices tout simples, beaucoup de gens le font. J'ai fait des tests, quand on demande aux gens qui méditent qu'est-ce qu'ils font au quotidien, le matin ou le soir, c'est beaucoup l'observation du souffle. Mais l'observation du souffle, c'est très simple, mais ça peut aller très loin. Pour le Bouddha, ça va au nirvana, le anapanasati, c'est la voie royale pour le nirvana. Et donc, l'important, donc, quand on observe le souffle, c'est que ce soit naturel et donc de ne pas forcer et de comprendre que dans ce souffle naturel, il peut y avoir des pauses en fin d'expiration qui sont très naturelles et donc ça calme beaucoup. Voilà, donc un souffle naturel avec pas mal de pauses en fin d'expiration, des moments où la respiration devient très superficielle tout simplement parce qu'on a moins besoin de respirer. Et si on fait tout ça, déjà on se reconnecte avec soi-même. Voilà, et sinon, être proche de la posture, c'est simple, mais il faut revenir souvent parce que dès qu'on n'y pense plus, la posture part de travers. Et donc, comprendre ce que c'est que la bonne posture, bon, ça c'est enseigné dans les livres, sur la méditation, et dans les groupes, et puis y revenir très souvent.
Voilà, et puis être proche du corps. Hein. Donc il y a des choses qui sont évidentes quand on est voûté vers l'avant, c'est soit qu'on est endormi, soit qu'on est triste. Quand on est tendu vers l'arrière, c'est qu'on risque d'être en colère, etc. Il y a des choses qui sont évidentes, puis il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus subtiles qu'on découvre petit à petit. Mais quand on a compris qu'il fallait travailler proche du corps et en corrigeant le corps, qu'on pouvait corriger l'esprit, à ce moment-là, on a une bonne base pour la méditation. Et puis aussi ne pas avoir peur, hein, parce qu'au début, on a peur de mal faire, etc. Bon, c'est bien qu'il faut être attentif, bien sûr, mais voilà, on a des tas on a une sagesse du corps qui corrige les choses au fur et à mesure. Hein, et puis on reçoit des aides de l'extérieur quand on est sincère, qu'on se plonge dans la pratique. Il y a des aides qui viennent, ça peut être un bon livre qui arrive, où il y a la réponse à notre problème, ça peut être des rencontres, ça peut être une conférence, ça peut être une inspiration divine, ça peut être toutes sortes de choses, mais on reçoit des aides. Mon maître le disait, lui il a médité pendant 75 ans, et il disait, il y a au-dessus des gens qui nous aident, ou alors il y a des gendarmes aussi. Donc si on médite avec une mauvaise méditation, mauvaise motivation, c'est-à-dire par exemple pour dominer les autres, etc., à ce moment-là on se prend des coups de bâton. Je pourrais vous demander de développer un tout petit peu, ça m'a fait observer les muscles et inverser le mouvement. Oui. Oui, ça c'est important, oui. Et c'est finalement simple, hein, quand on a une émotion perturbatrice, voir les gestes de base de cette émotion perturbatrice et les inverser. Par exemple, il y a une émotion qui semble subtile et pas liée au corps de trop, c'est par exemple la jalousie. Et donc, imaginez un geste, on est jaloux de quelqu'un, et qu'est-ce qu'on veut faire avec cette personne? Et donc là, il faut vraiment écouter ce qui vient spontanément. Ça peut être l'étrangler, ça peut être la pousser de côté, etc., ou le pousser de côté, et comprendre ce geste, et puis après inverser le geste, et sentir l'inversion du geste. Et voilà, et à ce moment-là, on est déjà dans une méditation proche du corps. Les bouddhistes appellent ça vipassana. Et mon maître, bon, il voyait tous les jours passer des gens, souvent des occidentaux, et pratiquement un jour sur 2 ou un jour sur 3, il y avait quelqu'un qui demandait comment me gérer mes émotions perturbatrices, et régulièrement il répondait « revenez au corps ». Voilà, par là on peut gérer. Ce qui fait que le mental tourne en rond, c'est qu'on ne revient pas au corps, on reste dans des trucs mentaux, et il m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça, je lui avais répondu ça, il m'aurait répondu ça, etc. Et là, ça tourne en rond parce qu'on est loin du corps. Mais si on revient au corps, on comprend notre souffrance d'avoir été insulté, et puis là, notre envie de répondre aussi, notre colère, et puis finalement, ça se résout à travers le corps. Vous allez aller un peu plus loin dans les muscles antagonistes et agonistes. Oui, c'est ça. Donc, de même qu'il y a des muscles agonistes et antagonistes, il y a des sensations agonistes et antagonistes. C'est-à-dire, quand on sent la sensation d'un côté, on ne la sent pas de l'autre. Si on sent la sensation à la peau du biceps, quand on fait le geste de l'attachement et de l'avidité, c'est-à-dire prendre vers soi, serrer vers soi, on ne sentira pas la peau du triceps qui est de l'autre côté. Et voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, et ça correspond au début de contraction des muscles. Donc, c'est très fin comme mécanisme, et des fois on peut faire des différences au centimètre près, avec un peu d'habitude. Oui. Pour l'équanimité, certaines personnes pratiquent aussi, je pense, la cohérence cardiaque. Oui. Essayer d'apaiser le rythme cardiaque ou de l'observer. Oui, c'est très bon, et ils ont toute une littérature qui prouve que ça marche. J'ai lu en entier le recueil d'articles de Porges, dont les recherches sur le système autonome ont été à l'origine de la cohérence cardiaque. Et donc c'est très intéressant, hein, il a travaillé ça pendant 50 ans, le système autonome. Et donc l'idée de la cohérence cardiaque, c'est qu'il faut déjà comprendre pourquoi il y a une variabilité entre l'inspire et l'expire. Et ça, c'est assez simple à comprendre, mais des fois, ce n'est pas expliqué clairement dans les bouquins. C'est quand on inspire, on dilate l'abdomen, donc on garde le sang dans la veine cave et les veines de l'abdomen, et donc il y en a moins dans le cœur, et le cœur, comme il a moins de sang à chasser, bat plus vite. Voilà, et vice-versa, quand on expire, on repousse le sang de l'abdomen dans les cavités cardiaques, donc le cœur est plus gros, mais a plus de temps pour chasser le sang, et donc bat plus lentement.
Et quand il y a cette variabilité, ça veut dire qu'on est tranquille. Et donc l'idée des exercices de cohérence cardiaque, c'est sentir cette variabilité, l'augmenter, et pour être plus tranquille. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on l'augmente? Eh bien, quand on sent les battements de cœur expiratoires, on ralentit un petit peu l'expiration, et il y a quelque chose qui se passe qui fait que le ralentissement spontané du cœur à l'expiration devient un peu plus grand. Et à ce moment-là, on stimule son système sympathique, et le signe que ça marche, c'est qu'on sent une chaleur dans le corps. Parce que quand le système parasympathique, oui, on stimule le système parasympathique, je veux dire, et donc quand son système parasympathique est stimulé, ça fait une vasodilatation des vaisseaux, en particulier les vaisseaux sous-cutanés, et du coup ça donne une sensation de chaleur. Ça commence par les mains, les pieds, la zone du périnée, puis après ça se répand à tout le corps. Et donc ça c'est le signe qu'on rentre dans la cohérence cardiaque. Justement, là, on respire de façon très régulière. Oui, oui. Quand on diminue la variabilité, ça fait quand... Alors, soit... oui, donc on fait 5 ou 6 battements de cœur sur l'inspire, 5 ou 6 battements de cœur sur l'expire, et donc ça augmente la variabilité cardiaque, et donc c'est ce qu'on cherche. On se sent beaucoup plus détendu quand on augmente la variabilité cardiaque. Et donc c'est aussi prédictif de la santé. Quand on a une bonne variabilité cardiaque, probablement on aura une meilleure santé dans les années qui viennent. Donc c'est important de développer cette variabilité cardiaque. Donc 5 ou 10 minutes juste au réveil, 5 ou 10 minutes avant le repas, c'est les 2 séances principales. Le soir, c'est bien aussi d'en faire 5 ou 10 minutes, mais comme on va dormir la nuit, voilà, là on se calme de toute façon en dormant. Mais le matin, en général, on est plutôt speed, il y a le cortisol qui est au maximum, et donc donner un coup de frein avant d'avoir accéléré, c'est prudent, parce que sinon on est trop speed le matin, surtout quand on prend le café, qui accélère tout le processus, et je pense que ça diminue la variabilité cardiaque, le café. Mais il faudrait vérifier, oui. Mais c'est dans l'expire que ça se passe. Alors, donc, l'inspire, on sent les battements de cœur plus rapides sur l'inspire et plus lents sur l'expire. Voilà, donc l'important c'est de faire la différence entre les deux. Oui, on pratique dans les deux, on est conscient des deux, inspire et expire, et on est conscient de la différence. Et sur l'expire, là on a plus d'action, parce qu'en ralentissant un peu le souffle, on peut ralentir un peu plus les battements cardiaques. Bien sentir aussi le mouvement de l'abdomen, ça aide à augmenter cette variabilité cardiaque. Voilà, oui. Soit il y a une dernière petite question courte, ou alors on clôture. Voilà. Oui. Je vais encore vous demander de parler de la position du nez. Oui. Ah oui, ça, je vous avais dit qu'on le ferait. Alors c'est très simple. On peut le faire là en 2 minutes. Vous mettez le bout du pouce sous la narine, au milieu de la base de la narine, la base du septum nasal. Et je dis le bout du pouce pour ne pas bloquer complètement la respiration. Vous avez au moins une narine de libre. Et puis avec l'index, vous le mettez au milieu de l'arête du nez. Et vous faites glisser l'index en poussant assez fort. Et comme ça, le bout du nez revient vers l'arrière et le bas. Pour commencer plusieurs fois parce que ça glisse. Voilà, et l'idée c'est que c'est un geste d'intériorisation. Quand on est curieux, quand on est comme l'animal qui a le museau au vent pour sentir où est la nourriture, donc sa pointe du nez est orientée vers l'extérieur. Et là, en rabattant la pointe du nez vers l'intérieur, très rapidement, le corps comprend que maintenant ça se passe au-dedans. Donc, faut pas aller mettre son nez dans les affaires des autres, il faut aller mettre le nez dans ses propres affaires. Voilà, c'est une parole de conclusion. Merci à vous. Merci Jacques. Donc,